Donc, nous allons continuer notre audition. Et puis, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur, qui aura sûrement des questions à poser. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, comme le Président Millon vient de le faire, je voulais vous dire combien votre exposé était intéressant. Et d'ailleurs, je commencerai par une question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher de manière aussi durable et complète sur ces problèmes? Il y a plusieurs réponses, certainement, mais celle qui est première, c'est ma formation de juriste, plus exactement de juriste de droit public. Parce qu'au début de mon activité d'avocat, les hasards ont fait que j'ai eu à être confronté à des groupes sectaires, on n'appelait pas ça encore des sectes, c'était pas dans le langage courant, et que j'ai eu essentiellement à m'occuper de divorces, de gens qui étaient dans des sectes ou des gens qui en étaient sortis. Et j'ai donc défendu des adeptes dans le cadre de divorce qui avaient une conviction, et en tant qu'avocat, je défendais cette conviction-là. Je me suis rendu compte très rapidement que là où l'adepte me disait que sa position était l'expression d'une liberté, dans le même temps, ce qui était décrit par celui qui l'avait bien connu et qui en était sorti, c'était la description d'un enfermement. Et en tant que juriste de droit public, ces notions de liberté fondamentale étaient pour moi centrales. Et c'est la raison pour laquelle je continue à mener une réflexion sur ce sujet-là, parce que je trouve, et j'ai essayé de vous le dire à travers mon exposé, que le phénomène sectaire contemporain, qui n'a rien à voir avec le phénomène sectaire du religieux du XIXe siècle, celui sur lequel Max Weber avait travaillé, le phénomène sectaire contemporain constitue avant toute chose une atteinte à une liberté fondamentale. Et plus loin encore, essaie de renverser, en utilisant le principe des libertés fondamentales, l'essentiel du socle de la démocratie, qui est le respect des droits individuels. Parlé tout à l'heure vous nous avez dit que vous aviez assisté malheureusement au décès, au départ de plusieurs dizaines de victimes. Il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Dans quelles conditions avez-vous été amené à... En tant que travaillant sur le problème des sectes, je suis très fréquemment contacté dans le cadre associatif, mais également à titre individuel, pour essayer de trouver des solutions. Et je me souviendrai toute ma vie d'une personne qui était embarquée dans un groupe sectaire, c'est peut-être pas la peine de citer, mais pour lequel il fallait à tout prix se purifier. Et la purification du corps, qui est le temple de l'âme, comme chacun le sait, passait par des mauvais traitements, en fait, que la personne s'imposait, se privant totalement de nourriture. J'avais eu, dans ce dossier-là, à contacter un des médecins qui connaissait le patient, mais qui était lui-même membre du groupe sectaire, et qui m'a assuré que tout était sous contrôle. 3 jours après, le patient mourait. Ça, je vous ai aussi raconté tout à l'heure le souvenir que j'ai de cette femme kinésithérapeute soignée de son cancer dans des conditions lamentables. Mais sur des cancers, j'ai vu plusieurs personnes mourir également d'absence de soins, avec des interprétations complètement farfelues, du style une main qui pèse 5 kilos, 7 kilos, qui est complètement gonflée par une prolifération de cellules cancéreuses, va tomber. C'est un processus de guérison qui est en place, et elle repoussera des gens qui ont avalé ce genre de trucs. Donc, chaque fois, c'est l'irrationnel qui prend le pas sur le raisonnement, sur le bon sens même. Lorsqu'on lit les documents, en particulier ceux de la Miviludes, on se rend compte qu'il y a quand même une série
de pratiques dites non conventionnelles, certaines qui ne paraissent pas dangereuses et d'autres qui manifestement aboutissent à ce que vous venez de décrire. Quels sont, selon vous, si vous pouvez arriver à classifier un peu les pratiques les plus dangereuses? Moi, j'ai toujours refusé d'entrer dans une classification, parce que ce n'est pas la pratique qui est importante, c'est le lien de mise en état de sujétion qui se crée, qui est gravissime. Parce que, au-delà de l'issue plus ou moins regrettable d'une thérapie, il y a surtout la désocialisation de la personne, au sens où celui qui est enfermé dans une croyance aussi prégnante que celle dont nous parlons perd sa dimension de citoyenneté. Et c'est une autre façon de répondre à la première question que vous me posiez. Ce qui est important dans une société, c'est le contrat qui nous lie. Ce sont les paradigmes sur lesquels nos sociétés reposent. J'ai essayé de vous faire toucher du doigt que l'aventure des groupes thérapeutiques illusoires se fondait essentiellement sur une remise en cause des paradigmes qui nous fondent. C'est-à-dire que le système de soins va la plupart du temps avec une vision politique, qui est une vision théocratique, qui est une vision créationniste. Enfin, des choses que la science avait reléguées dans le placard de l'histoire et qui remontent aujourd'hui. Donc on peut le croiser avec le phénomène des minorités. On peut le croiser avec le phénomène des fanatismes. Il y a une marmite autour de la santé qui est plus dangereuse que les conséquences que le défaut de soins peut avoir. Aujourd'hui, on a déterminé quand même par votre exposé un certain nombre de directions, mais le diplôme universitaire dont vous vous occupez relève d'une faculté de médecine. Bon. Vous nous avez rappelé tout à l'heure que le contenu d'un rapport ancien précisait considérait qu'à l'époque, il y avait plus de 3000 médecins considérés comme déviants. Comment expliquez-vous ce processus par lequel des praticiens formés dans nos facultés de médecine, certains aussi à l'étranger, arrivent à sortir du système dans lequel ils ont étudié pour ensuite recourir à des méthodes dont on connaît ou l'absence d'effet ou le danger. Il suffit d'ailleurs de consulter aujourd'hui sur Internet pour se rendre compte que l'on voit des personnes se qualifiant de médecins, d'ailleurs en donnant des références, et tenir des propos qui sont quand même particulièrement inquiétants. Je ne prétends pas avoir l'explication globale, mais j'ai souvent discuté avec des médecins qui prônent ces méthodes-là. Ce qui me frappe, c'est que c'est le besoin qu'ils ont d'avoir une explication globale que la science ne leur donne plus. Quand un médecin généraliste fait un diagnostic, il va s'appuyer sur, il va demander des examens dont la technicité lui échappe totalement. Il y a une espèce de frustration tout à fait normale qui va découler de cet abandon du savoir. Et il y a ce besoin, chez un certain nombre d'entre eux, de trouver une réponse globale qu'il va retrouver dans la réponse qui a toujours ancestralement été présente, qui est la dimension de la pensée magique. Et curieusement, même chez quelqu'un de formation scientifique,
il y a à un moment donné l'émergence de cette dimension de la pensée magique qui va la submerger. C'est lié très certainement à une dimension affective. Et c'est vrai qu'on reproche à la médecine la plupart du temps cette déshumanisation, mais on peut constater que chez le médecin, la dimension affective reste, même s'il y a une déshumanisation dans le rapport. Et cette dimension affective, je crois qu'elle trouve une satisfaction dans la réponse de type holiste. Je suis capable de te donner la réponse au mal que tu as, même si cette réponse, elle est totalement illusoire. Mais ça satisfait quelque part le besoin affectif du praticien. C'est peut-être simpliste comme réponse, mais c'est ce que j'ai ressenti après avoir discuté à plusieurs reprises avec des médecins qui pratiquent ces méthodes-là, abandonnant complètement le savoir qu'ils pouvaient avoir acquis antérieurement. Et si je peux me permettre de compléter, et la plupart du temps, les médecins qui ont recours à ces méthodes thérapeutiques que je qualifie d'illusoires n'ont aucune idée de l'origine de ces méthodes, n'ont aucune connaissance des théories sur le vitalisme, par exemple, n'ont aucune connaissance des théories sur les pratiques alchimiques du XVIe, XVIIe siècle, qui ont participé à l'apparition de la science moderne, mais qui ont été totalement dépassées. Et ils continuent à prendre au pied de la lettre ces théories-là sans avoir une connaissance historique de ce qui a pu se dérouler. Il y a un point sur lequel on n'a pas peut-être beaucoup insisté dans votre exposé, c'est le côté financier. Parce que ce qui est quand même frappant dans un certain nombre de cas et dans la multiplication je dirais, de petites structures. J'ai parlé de structures de 10 à 15 personnes, mais il y en a des plus petites. Hein. C'est quand même l'aspect carrément de charlatanisme à but financier. Moi, j'insiste jamais là-dessus. Parce que lorsque je reçois des victimes, bien sûr, parfois elles ont été escroquées. On les a délestées de sommes qui peuvent être très très importantes. Mais toujours, dans les échanges que je peux avoir avec elles me disent que ça, c'est accessoire, qu'elles peuvent se refaire, une santé financière. Mais que par contre, ce qu'elles referont très difficilement, c'est la période de leur vie qui a été mise entre parenthèses et qui a fait que pendant des années, parfois, même plus, elles ont été coupées de la vie réelle. Elles ont été coupées de leur environnement, de l'environnement familial aussi. Et les parents ont pu mourir, par exemple, sans qu'ils aient jamais repris contact avec eux. Ça, c'est le manque majeur. Lorsque l'ancien adepte a pu sortir et qu'il parle de son vécu. Ce qui est curieux, c'est que chaque fois dans la démarche judiciaire, on va rechercher les abus sous l'angle financier ou sous l'angle sexuel. Et jamais on va s'intéresser suffisamment à l'abus de pouvoir qui a été mis en place et qui constitue une maltraitance psychologique. Mais c'est bien difficile de prendre la mesure de ces maltraitances-là. On a besoin de concret. Hein. C'est intéressant d'avoir votre réponse par rapport aux questions que nous, on peut se poser, et évidemment aux exemples que l'on connaît. Mais je suis habitué à ce genre de, voilà. de fausses routes, je vais dire. Dans le monde de la justice, c'est quasiment systématique. Tout à fait, mais d'ailleurs, et est-ce que vous reliez ça, en partie ou pas du tout, aux attaques qui sont réalisées par certains groupes contre la psychiatrie? Quelle est l'origine de ces attaques? L'origine, on connaît, mais oui, comment cela s'explique? Il faut chercher, enfin là vous faites allusion à la scientologie essentiellement, oui, qui est le maître d'œuvre des attaques contre la psychiatrie. Essentiellement, mais il y a je crois qu'il faut chercher dans les pathologies de Ron Hubbard, hein, qui pathologie de Ron Hubbard, qui était le fondateur de la scientologie. Mais bon, il suffit de lire ce qui est écrit chez Hubbard sur la psychiatrie pour comprendre de quoi il s'agit. Ce qui m'étonne, c'est de voir que
50 ans après, on continue à prendre au pied de la lettre les critiques que Hubbard faisait sur la psychiatrie, camisole de force, électrochoc, totalement abandonné, mais comme si c'était dans l'imaginaire de ces gens-là toujours du monde actuel. Puis-je vous demander si vous avez beaucoup d'étudiants et comment vous voyez le développement de votre diplôme, parce que ça paraît extrêmement intéressant que ce soit dupliqué dans nombre de facultés de médecine. Je n'en sais rien. Le nombre d'étudiants est relativement modeste, mais je ne pense pas qu'il faille qu'ils soient trop nombreux. À l'heure actuelle, les étudiants inscrits pour le diplôme qui commence la semaine prochaine, les premiers cours, ça doit être une quinzaine à peu près d'étudiants, ce qui est un succès relatif pour un DU de troisième cycle. Non, tout à fait. On est dans un DU de troisième cycle, mais oui. Ma question est pour but de voir si, selon vous, il est utile de développer une information peut-être plus de base dans les formations médicales, puisque nous, notre mission d'enquête, elle concerne les dérives dans le domaine de la santé. Moi, je crois que ça serait important qu'il y ait une formation dans les universités au niveau de la formation des médecins sur les dérapages auxquels ils peuvent être confrontés, pour qu'il y ait une sensibilisation, ne serait-ce que pour qu'ils s'en rendent compte dans la prise en charge d'un patient et qu'ils puissent réagir en conséquence, ne serait-ce que ça. Mais cette formation, elle est dupliquée dans divers secteurs. Monsieur Vulck vous a parlé tout à l'heure de la formation de l'école de la magistrature. Bon, là aussi, c'est relativement modeste, parce que s'il y a, bon an, mal an, 80, 100 personnes qui suivent la formation, il y a 60 magistrats, 20 policiers, c'est de cet ordre-là. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan judiciaire. Non, mais... Vous avez... Oui, je t'en prie. Madame Digny, vous voulez poser une question qui concerne ce que vous avez dit des magistrats ou de la justice qui prend peu en compte l'aspect influence psychologique, dépendance psychologique. Je rapproche ça de quelque chose auquel un certain nombre de mes collègues se sont intéressés, qui sont les violences conjugales, pas obligatoirement physiques, mais psychologiques. Et le fait que les juges ne prêtent pas du tout en compte l'aspect pervers manipulateur. Et qu'on estime, au Canada, que 30% dans les couples, il y a 30% d'un des conjoints pervers manipulateurs. Et je me demandais comment on pouvait sensibiliser la magistrature à cet aspect de la violence psychologique qui s'exerce à la fois dans les couples et dans les sectes. Ça me paraît très proche. Alors, dans le cadre du diplôme universitaire, une des particularités de cette formation, c'est que nous demandons à des victimes de venir témoigner, pour que les étudiants, qui sont des professionnels, entendent la parole d'une victime qu'elles auront peut-être pas, qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion d'entendre jusque-là. Dans le cadre des formations de l'école de la magistrature, moi j'ai une pratique, c'est de leur apporter des écrits internes d'adeptes de sectes ou de gourous pour bien faire comprendre de quel enjeu il s'agit. Le pari étant de les faire entrer dans la logique de nature sectaire. Parce que, en gros, dans le cadre d'un conflit familial, lorsqu'un parent divorce, qu'il a connu le fonctionnement du groupe sectaire, il sait profondément en lui-même que ce dont il va être question par rapport à l'enfant ou aux enfants que le couple a pu avoir, c'est un projet de société. Il y a d'un côté le projet de société sectaire, qui peut être de nature théorie du verseau, par exemple. Le groupe sectaire peut très bien avoir décidé que l'enfant du groupe est un enfant de la 5e race, la race du verseau,
qui est promis à un avenir extraordinaire, donc des socialisations qui va de pair. Et celui qui reste dans le groupe sectaire a la conviction sincère que le mieux pour l'enfant, c'est de lui faire vivre ce projet. Vous voyez, il y a un conflit au niveau du projet éducatif qui est lourd de conséquences par rapport à l'enfant. Arriver à faire comprendre déjà à un avocat, mais aussi à un magistrat dans un laps de temps qui est bref, de quoi il est question, c'est pas évident. Donc, personnellement, lorsque je suis amené à faire ce genre de formation auprès de l'ENM, j'essaie de mettre en situation, à partir de cas concrets, ce qui peut se passer pour bien leur montrer les enjeux. Et je fais presque des jeux de rôle en disant un tel est le papa et la maman de l'enfant. Moi, je suis le gourou et je vais expliquer que dans une incarnation passée, à l'époque égyptienne, l'enfant que vous avez en commun aujourd'hui, en réalité était l'enfant de 2 autres adeptes qui lui avaient fait faire un bond extraordinaire dans sa progression intérieure. Et donc, pour que cette progression puisse se continuer après plusieurs siècles d'interruption, la chance nous ayant mis tous ensemble dans le groupe que nous partageons, il vaut mieux que l'enfant soit confié à ses 2 parents extraordinaires de l'époque égyptienne, et les parents d'aujourd'hui, les parents biologiques, vont accepter, puisque c'est le gourou qui le leur dit, d'abandonner l'enfant à l'éducation des 2 autres. Tout va bien tant que ça fonctionne, mais le jour où un des 2 parents biologiques divorce, se retire du groupe, et qui va expliquer à un juge qu'il y a cette théorie de l'enfant égyptien, machin chose, c'est lui qui va passer pour un fou. Donc il faut arriver à faire passer au-dessus de la première réaction du diagnostic de pathologie que le magistrat va avoir automatiquement pour qu'il rentre dans la réalité du groupe sectaire. Ce qui veut dire aussi que chaque fois qu'on va travailler pour des victimes de secte, il faut connaître la spécificité du groupe sectaire auquel il a appartenu. Et la connaître, ça veut dire qu'il faut lire le contenu de la doctrine. Et lire le contenu de la doctrine, ça veut dire se heurter à des écrits abscons. Et ça, on ne peut pas le demander à un magistrat. Il faut donc qu'il y ait peut-être un expert qui soit désigné et qui ait la connaissance suffisante pour rentrer dans ces trucs de fous furieux, pour pouvoir l'expliquer en termes compréhensibles à quelqu'un qui aura tranché. Pas facile. Vous avez une question, Madame Menipietz? Merci. Moi, j'ai une question par rapport au rôle des médecins. Il se trouve que j'ai la même formation que vous, que je suis aussi avocate en droit public. Et donc, j'ai effectivement très souvent rencontré des patients qui remettaient en cause non pas tant les dérives sectaires de l'hôpital, quoique on puisse se demander s'il n'y a pas des dérives sectaires au sein de l'hôpital, lorsqu'il y a notamment l'acharnement thérapeutique, n'est-ce pas une dérive sectaire, mais surtout le fait que les médecins ne savent pas répondre à leur angoisse. C'est exactement ce que vous disiez en début, et cette absence de réponse médicale à leur angoisse était considérée comme une faute médicale, et me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en cause la responsabilité des médecins. Alors ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que la formation initiale des médecins pourrait éviter justement que certaines personnes se jettent dans, j'ai beaucoup aimé le terme, vos dérives sectaires illusoires, vos thérapeutiques illusoires. Est-ce qu'il n'y a pas, on a privilégié depuis, on va dire près de 50 ans maintenant, une formation scientifique des médecins. Il faut avoir fait, c'est de mon époque, est-ce maintenant? Est-ce qu'une formation beaucoup plus littéraire, le recrutement beaucoup plus littéraire des médecins, avec beaucoup plus de connaissances finalement de la psychologie et de la façon de parler à des patients, ne serait pas un des moyens pour lutter contre ces dérives sectaires? Que oui, quelle forme ça peut prendre, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les humanités donnaient des réponses que la science peine à trouver. Il faut trouver un équilibre entre les deux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être médecin sans avoir une dimension scientifique, je pense.
Mais c'est vrai aussi que, enfin, c'est vrai dans tous les domaines, dans le monde judiciaire aussi, s'il n'y a pas d'empathie avec le client, il manque quelque chose à la dimension pédagogique que tout juriste doit avoir pour expliquer que le conflit entre deux parties, c'est une façon de détruire le lien social qui est fondé sur la raison. La passion vient aveugler la raison dans ce conflit-là, dans ce rapport conflictuel. Donc le travail du juriste, c'est d'apporter un éclairage, mais je pense que le travail du médecin devrait être celui-là aussi. Le problème, c'est qu'on se heurte aux exigences de la productivité et que le temps qui est demandé pour faire ce genre de travail de pédagogie devient rare. Il faudrait là changer beaucoup de choses dans la société. C'est aussi. On forme des médecins à partir maintenant d'études scientifiques. Et bon, il y a des médecins qui ont une empathie naturelle, d'autres qui ne l'ont pas, mais à aucun moment on n'explique ni là, ni dans la magistrature, ni dans l'enseignement, que l'empathie, si on ne l'a pas, on peut peut-être créer quelque chose à côté, une méthode. Mais ça, même pas ça. Non. Donc c'est quand même un problème dans toutes ces relations humaines, dans tous ces métiers qui sont directement liés à l'humain. C'est vraiment dramatique pour certains enseignants, pour certains magistrats, pour certains avocats, pour certains médecins, de ne pas savoir écouter ou entrer en empathie. Oui. On ne peut pas toujours entrer en empathie. Moi aussi, j'ai de longues années d'exercice de la profession d'avocat et parfois il est très difficile de manifester de l'empathie ou de la sympathie. Bon, c'est un autre débat. Mais justement, par rapport à l'humain, bon, on constate quand même, et c'est toute une problématique des questions que nous posons, qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés dites occidentales, du Nord, nos concitoyens ont une durée de vie beaucoup plus longue. La médecine et donc les soins ont fait des progrès considérables. Ça, c'est une réalité quand on compare à la durée moyenne de vie d'il y a un siècle, voire d'il y a un siècle et demi. La constatation, et là, elle est certaine, hein, c'est que l'allongement de la durée de vie est considérable, continue encore, et qu'on le doit quand même, il faut le dire, à des progrès dits scientifiques. Bon, ça c'est une réalité. Et que par rapport à ça, on constate malheureusement ce dont nous avons parlé. Et avec, c'est aussi une constatation, le fait que d'aucuns disent qu'il faut absolument retourner à la nature, que finalement l'action de l'homme est néfaste, hein, alors que on peut constater ce que je viens de dire. C'est quand même là aussi une interrogation qui est en tout cas une relative contradiction, hein, qui doit être notée, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Constaté fréquemment, c'est que des gens qui prônent les méthodes naturelles, lorsqu'ils sont confrontés à une maladie, ont très fréquemment recours à la médecine scientifique. Heureusement. Bon, mais ça peut se décliner, et pas simplement dans la médecine, heureusement aussi. Bien. Bon, j'ai fini. Bon, moi, je voulais juste faire, je ne sais pas poser une question, faire une constatation, mais j'ai l'impression que tous les gens qui font appel à des gourous, des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on les aime peut-être, parce qu'on on les délaisse, ils trouvent personne à qui parler, à qui s'épancher, et je pense qu'ils sont pris au piège, parce que les gourous, ils les écoutent, ils leur portent de l'attention. Et je pense que ça doit être quand même une grosse partie. Et de donner une réponse à une question qu'on pose souvent, est-ce qu'il y a un profil type de l'adepte ? Ben, tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être écoutés, tous besoin d'être aimés, oui, plus généralement.
Voilà. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, mais d'autres personnes vous parleront de cette dimension-là, c'est pour ça que la démarche de l'emprise sectaire commence toujours par ce des qu'on a appelé sentiments. le bombardement d'amour, le sentiment d'être rentré dans une vraie famille, d'être enfin compris, d'être estimé à sa juste valeur, que personne dans une famille biologique n'avait été capable de reconnaître. Donc, mes chers collègues, nous allons rester sur ces propos et remercier Monsieur Jougla pour la qualité de son exposé et la richesse des informations qu'il nous a communiquées. C'était une soirée, enfin, c'est pas une soirée tout à fait, mais c'était très, très intéressant. Je vous remercie. Et donc, nous passons demain, nous aurons une autre audition à 16h30. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire ?